نريد لبنان ملتقى وفاق عربي. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. On regarde tout de suite les titres de ce samedi 26 novembre. Une page se tourne pour Cuba et le monde après un demi-siècle de règne sur l'île. Fidel Castro est mort hier soir à la Havane. 9 jours de deuil national ont été décrétés. Ces funérailles auront lieu le 4 décembre. Le deuxième congrès général du courant du futur s'est ouvert. Saad Hariri réitère son souhait de donner leur chance aux jeunes et aux femmes pour ces élections. Choisissez votre direction, a lancé le Premier ministre désigné à ses partisans. Najib Miati dénonce la distribution du butin autour de la formation du gouvernement. Selon l'ancien Premier ministre, le gouvernement n'est pas en train d'être formé de manière saine. Le deuxième congrès général du courant du futur s'est ouvert aujourd'hui. Saad Hariri a donc réitéré vouloir donner leur chance aux jeunes et aux femmes au sein de son parti. Choisissez votre nouvelle direction, a lancé le Premier ministre désigné à ses partisans. Saad Hariri a tenu un long discours au Biel, discours dans lequel il est revenu sur son choix de soutenir la candidature de Michel Aoun à la présidence de la République. Selon le leader, cette décision a évité au Liban de glisser vers les dangers qui l'entourent. Alors que le gouvernement de Saad Hariri n'a toujours pas vu le jour, l'ancien Premier ministre Najib Miati dénonce la distribution du butin autour de la formation du cabinet. Selon Miati, je cite, « Le gouvernement n'est pas en train d'être formé de manière saine ». Il s'est exprimé alors qu'il était reçu par Tamam Salam, le chef du gouvernement sortant. C'est la nouvelle qui fait la une dans le monde entier. L'ancien président cubain Fidel Castro est mort hier soir à la Havane à l'âge de 90 ans. Il avait régné pendant un demi-siècle sur Cuba. Il s'était éloigné du pouvoir il y a 10 ans pour des raisons de santé. 9 jours de deuil national ont été décrétés. Les funérailles auront lieu le 4 décembre. Son frère Raúl, qui lui a succédé en 2006, a annoncé sa mort à la télévision. On l'écoute. Querido pueblo de Cuba. Cher peuple de Cuba, c'est avec une profonde douleur que je me présente pour vous dire à vous, mais aussi à nos amis du continent américain et du monde, qu'aujourd'hui, le 25 novembre 2016, à 10h29 du soir, le commandant en chef de la révolution cubaine est mort, Fidel Castro Ruz. En accord avec la dernière volonté du compagnon Fidel, sa dépouille sera incinérée. Au pouvoir pendant 50 ans, le leader historique de la révolution cubaine reste une personnalité controversée. Retour sur sa vie avec Nicolas Luizet et Guillaume Gourdec. Fidel Castro est porté par la foule dans les rues de la Havane. Ce guerriero marxiste-léniniste vient de renverser le régime. Le dictateur Batista a fui le pays. Ce 8 janvier 1959, Castro prend le pouvoir. Pendant près d'un demi-siècle, El Comandante, comme il se fait appeler, incarnera Cuba dans un règne sans partage. Alors que la guerre froide divise le monde, Castro fait le choix de l'Union soviétique. Face à lui, Kennedy, le nouvel occupant de la Maison-Blanche. En avril 1961, le président américain ordonne le débarquement dans la baie des Cochons. 1500 exilés cubains partent de Miami avec l'intention de renverser Castro. Mais l'opération est un fiasco. Dès lors, le leader Maximo n'aura de cesse de défier les États-Unis. Fidel Castro lui-même. En 1962, allié à l'URSS de Khrouchtchev, il va provoquer la crise la plus grave de la guerre froide, celle des missiles de Cuba. L'installation de missiles nucléaires soviétiques sur l'île, à quelques kilomètres seulement de la Floride, déclenche la colère de Washington. Les États-Unis menacent d'une réponse militaire. Le monde est au bord d'une troisième guerre mondiale. Mais Khrouchtchev va reculer. Isolé sur le plan diplomatique,
Cuba se voit imposer un embargo économique par les États-Unis. Dont certains, disait-on, les consignes étaient strictes. Si les cargos tentaient de se soustraire au contrôle et prétendaient continuer leur chemin, l'ordre était de tirer. Bête noire de Washington, Castro échappe à toutes les tentatives d'assassinat de la CIA. Il aura même survécu à la chute du bloc communiste. Toujours sanglé dans son uniforme, indétrônable, Castro peut se targuer d'avoir vu défiler 10 présidents américains. Il détenait à ce jour le record de longévité au pouvoir. À Cuba, il a instauré un régime politique très dur basé sur la répression. Plus d'1 million de Cubains auraient fui l'île en 50 ans. Sa visite à Paris en 1995 sera d'ailleurs très controversée. François Mitterrand reçoit Fidel Castro, officiellement une visite privée, mais le président français est l'un des rares chefs d'État occidentaux à lui faire une telle faveur. Castro dictateur, une image qu'il a toujours combattue, balayant d'un revers de main la question des droits de l'homme et des prisonniers politiques. Il fut un temps où il y avait beaucoup de prisonniers politiques pendant les premières années de la Révolution. Mais au fur et à mesure que le temps passait, c'est nous qui mettions les autres en prison quand ils essayaient de combattre la Révolution, de préparer des plans d'attentats ou de sabotage contre le pays. Brillant orateur, Castro est l'homme aux interminables discours, parfois jusqu'à 7 heures. Toujours soucieux de soigner son image, il accueille le pape en 1998, car Jean-Paul II bénéficie d'une grande popularité chez les catholiques de l'île. À ceux qui le critiquent, Castro oppose son système éducatif ou de santé comparable à ceux des pays développés. Mais en 2006, il est contraint de troquer son uniforme pour un survêtement de retraité. Victime d'une crise intestinale, affaibli, il passe progressivement les commandes à son frère Raúl. Celui-ci est devenu officiellement le nouveau président de Cuba. Retiré du pouvoir, Castro n'avait pas pour autant quitté la scène publique. Régulièrement, il livrait dans les journaux cubains ses réflexions sur l'actualité. Et le nom de Fidel Castro reste évidemment aussi attaché à la crise des missiles entre l'URSS et les États-Unis. Retour sur les faits avec Vanessa Abba. 16 octobre 1962, ces clichés ébranlent la Maison-Blanche. Des rampes de lancement de fusées présentes sur le sol cubain. Un avion espion U-2 a photographié ces installations militaires. Les États-Unis sont directement ciblés. 2/3 du pays par des fusées à moyenne portée. La côte Est, y compris Washington, à seulement 200 km de Cuba, pourrait être dévastée par des engins à courte portée. Hiroshima est une ville qui a à peu près la même taille et la même population que Washington. Et la ville a été totalement détruite par la bombe atomique. Les têtes sur les missiles cubains étaient 60 fois plus puissantes. On a failli faire exploser toute la planète. Depuis le mois de mai, l'URSS a envoyé 40 000 hommes à la Havane et des dizaines de missiles. Pour Washington, c'est une déclaration de guerre. Le pays tout entier retient son souffle. Le 22 octobre, le président Kennedy répond à ses agresseurs. Tout missile nucléaire lancé de Cuba contre une nation de l'hémisphère occidental sera considéré comme une attaque soviétique contre les États-Unis. Le lendemain, le président américain signe un ordre de blocus maritime. Les soviétiques font demi-tour. En coulisses, Kennedy et Khrouchtchev tentent de trouver une issue. Le 26 octobre, les soviétiques proposent de retirer leurs missiles, à la condition que les États-Unis retirent leurs fusées de Turquie et que Cuba ne soit pas envahie. Mais le lendemain, c'est l'escalade. Un U-2 est abattu. Les deux dirigeants ont bien vu que la situation dégénérait et qu'il fallait calmer les esprits. Tous les deux ont compris qu'il fallait sacrifier un peu de leur crédit politique pour trouver un compromis, pour que tous les deux puissent s'en sortir. Le soir même, un accord est trouvé. Washington accepte les conditions de Moscou et retire secrètement ses fusées de Turquie. En échange, les missiles de Cuba sont rapatriés, mettant fin à 13 jours de crise. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. Sur l'actualité du jour, la mort de Fidel Castro. Donald Trump a réagi à sa mort par un laconique « Fidel Castro est mort » sur Twitter. Le président américain élu avait évoqué d'importantes réserves face au réchauffement historique des relations entre Washington et la Havane. Vanessa Abba. Cette poignée de main, un geste historique. Barack Obama et Raúl Castro mettent fin à des décennies d'affrontements.
Mais le président américain ne sera pas le premier leader occidental à fouler le sol cubain depuis l'embargo imposé à l'île en 1962. François Hollande lui brûle la politesse et se rend à La Havane un mois plus tard. Cette visite, elle aussi, sera historique. L'Occident tourne la page après des années de guerre froide. Tout commence en 1959. Fidel Castro prend les armes et s'empare de Cuba. L'île devient alors communiste. La menace soviétique n'est plus qu'à quelques centaines de kilomètres des côtes américaines. 3 ans plus tard, en avril 1962, Washington et des opposants cubains ripostent. L'opération de la baie des Cochons est un échec. Le bloc soviétique veut imposer sa puissance et face à Washington, Cuba est son meilleur atout. Des missiles nucléaires sont pointés en direction des États-Unis depuis l'île. La guerre est évitée de justesse, mais le président Kennedy rompt les relations diplomatiques de son pays avec Cuba. C'est le début du plus long embargo de l'histoire. L'Occident tourne le dos à La Havane. Fidel Castro se retrouve de plus en plus isolé. En 1995, François Mitterrand décide malgré tout de recevoir le leader cubain. Un an plus tard, l'Europe gèle officiellement ses relations avec La Havane. Des années de silence, de tension. En 2006, Fidel Castro, malade et affaibli, cède le pouvoir à son frère Raúl et les relations avec l'Occident évoluent. D'abord avec l'Union européenne qui relance le dialogue en 2008. Un accord bilatéral est signé 4 ans plus tard. En 2011, les États-Unis également se tournent vers Cuba. Des mesures sont prises pour assouplir l'embargo imposé à La Havane. Un premier pas sur la voie du dégel. Et puis dans le reste de l'actualité, les Palestiniens à la rescousse d'Israël qui luttent contre les flammes suite aux incendies qui font rage. L'autorité palestinienne a en effet proposé à l'État hébreu d'envoyer des renforts en pompiers. Plusieurs pays, dont la France, la Russie, la Turquie et Chypre, ont également déjà envoyé des avions et du personnel pour aider l'État hébreu. En Somalie, au moins 8 personnes ont été tuées par l'explosion d'une voiture piégée près d'un marché de la capitale Mogadiscio. Le bilan risque de s'alourdir. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué, mais les soupçons se portent sur les insurgés islamistes Shebab affiliés à Al-Qaïda. Ces derniers ont juré en effet la perte du gouvernement somalien, gouvernement soutenu à bout de bras par la communauté internationale et protégé par la force de l'Union africaine, l'AMISOM. Cela pourrait être la manifestation la plus importante de l'histoire de la Corée du Sud. À Séoul, une nouvelle manifestation massive commence pour exiger la démission de la présidente Park Geun-hye. Selon les organisateurs, 1,5 million de personnes sont attendues à Séoul, 2 millions dans tout le pays. Une mobilisation record. La présidente fait face à une crise de légitimité majeure. Elle est engluée dans un immense scandale politico-financier. Elle est accusée par la justice de complicité dans une affaire d'extorsion de fonds à de grandes entreprises. Et c'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres. Une page se tourne pour Cuba et le monde. Après un demi-siècle de règne sur l'île, Fidel Castro est mort hier soir à La Havane. 9 jours de deuil national ont été décrétés. Ses funérailles auront lieu le 4 décembre. Le deuxième congrès général du courant du futur s'est ouvert. Saad Hariri réitère son souhait de donner leur chance aux jeunes et aux femmes pour cette élection. Choisissez votre direction, a lancé le Premier ministre désigné à ses partisans. Najib Miati dénonce la distribution du butin autour de la formation du gouvernement. Selon l'ancien Premier ministre, le cabinet n'est pas en train d'être formé de manière saine. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Et vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée. نريد لبنان ملتقى وفاق عربي